Je voudrais maintenant donner la parole à Isabelle Glay. Isabelle, vous êtes ingénieure horticole, mais aussi docteur en architecture. Vous avez en effet soutenu en 2010 une thèse à l'École nationale d'architecture de Paris-La Villette, il faut que j'enlève mon masque, de Paris-La Villette, intitulée « Jardins et paysages art déco, innovation paysagiste autour des années 20 », sous la direction de Jean-Pierre Le Dantec. Vous avez une carrière déjà longue. Depuis octobre 2014, vous êtes sous-directrice des jardins au Musée du Louvre. Il faut remercier Jean-Luc Martinez d'avoir créé cette sous-direction des jardins très spécifique, une curiosité dans la gestion des jardins français. Mais en fait, vous avez travaillé pendant plusieurs années, d'abord en agence, chez Métoff, puis pour la Caisse des dépôts, vous avez notamment travaillé sur le jardin de l'hôtel de Pomereux, et surtout, vous avez assuré pendant 10 ans la conservation des jardins de l'hôtel de Matignon et de 2 résidences présidentielles. Je vais maintenant vous laisser la parole, parce que vous allez nous parler des arbres du domaine national du Louvre et des Tuileries, nous expliquer comment vous avez fait connaissance avec cet héritage multiséculaire et comment vous essayez de le faire vivre. Bonjour à tous. Merci Emmanuel pour cette introduction. Merci au Louvre pour l'organisation de cette journée et merci à vous pour votre présence. Mon exposé concerne donc les arbres du domaine national du Louvre et des Tuileries. Pour cela, je vais vous proposer de vous emmener pour une courte promenade autour des arbres, de partager avec vous ce que l'on connaît de ce patrimoine et de vous révéler les coulisses des soins promulgués et des modalités de pérennisation. Donc cette courte promenade, c'est celle que j'ai faite pour préparer mon entretien de recrutement en avril 2014. Donc les jardins du domaine national du Louvre et des Tuileries couvrent 30 hectares au cœur de Paris. Il y a 3 jardins qui sont situés autour de la cour carrée, que l'on voit à gauche sur l'illustration, et qui ne comportent pas d'arbres. L'essentiel des arbres se trouve dans le jardin du Carrousel, entre les 2 bras du Louvre, et à l'ouest de ce jardin, dans le jardin des Tuileries, qui va jusqu'à la place de la Concorde. Donc mon premier contact a été dans le jardin du Carrousel et là je me suis rendu compte que ce patrimoine était extrêmement fragile. En effet, j'ai tout de suite repéré un marronnier qui était en phase de dessèchement. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un souci de bactéries ou autre chose, mais en tout cas ça n'allait pas très bien pour ce premier arbre. Donc en haut à droite vous voyez mon déplacement dans le jardin. Et donc, en arrivant sur la terrasse des Tuileries, entre le Carrousel et le jardin des Tuileries, j'ai pu observer cette fameuse grande perspective qui débouche sur l'Arc de Triomphe, avec une allée très blanche, très sèche, donc des conditions plutôt difficiles pour les arbres, un sol avec une forte réverbération et surtout un public très important puisque en temps normal, il y a 14 millions de promeneurs par an dans les jardins des Tuileries. Donc, en avançant toujours dans le grand carré des Tuileries, je découvre des sujets ancestraux magnifiques. Donc là, vous voyez un Cercis silicastrum, un arbre de Judée, mais il y a aussi des marronniers rouges, un Maclura pomifera. Donc toute une très belle palette d'arbres anciens qui sont, eux, placés sur les pelouses, donc mis à distance du public. Donc je me dis qu'il y a un très beau potentiel. Je suis attirée par la terrasse qui longe la Seine, la terrasse du bord de l'eau. Et là, je découvre une étonnante combinaison d'arbres en rideau et de sujets anciens. Donc je me dis qu'il y a dû avoir une replantation et peut-être des paysagistes qui ont été sensibles à la présence des arbres anciens et qui les ont conservés.
Je continue toujours d'évoluer dans le grand couvert, une sorte de forêt mystérieuse dans les Tuileries. Et là, je découvre une majesté d'arbres d'alignement qui créent des points de fuite, dessinent des lignes vers le ciel. Et là, on voit à l'extrémité de cette perspective une sorte de porte dessinée par des arbres en port libre. Et puis, dans ce grand carré, ces arbres taillés en rideaux délimitent des bosquets, 8 bosquets, et en pénétrant dans l'un d'entre eux, je découvre avec grande surprise des espèces étonnantes, des palmiers de Chine. Et dans ce même bosquet qui est dédié aux enfants, le bosquet des trampolines, un alignement de mûriers. Donc mon ressenti final au sortir de cette promenade, c'est que je suis dans un jardin qui est un paysage construit par les arbres, donc des arbres de poésie qui sont sur les pelouses, des arbres d'écrin des bosquets rigoureusement taillés, une certaine fantaisie, on l'a vu dans ces bosquets, des arbres qui guident le regard vers le ciel pendant la promenade. Ce que j'ai relevé, c'est qu'il y a quand même des conditions de vie qui sont parfois difficiles. Et surtout, je parcours cette grande allée qui me semble disproportionnée, une allée qui fait plus de 30 mètres de large. Et ça m'étonne, dans un jardin aussi bien construit, d'avoir un espace qui est plutôt à l'échelle urbaine plutôt qu'à l'échelle d'un jardin. Donc à partir d'octobre 2014, je suis recrutée et là va commencer ma connaissance plus scientifique, technique et patrimoniale de ces arbres. Donc combien y a-t-il d'arbres dans le domaine? Où sont-ils et quelle est leur densité? Eh bien, il y a à peu près 3000 arbres dans le domaine, plus précisément 3111. Et en fait, ils se trouvent pour l'essentiel dans le jardin des Tuileries. On en trouve 95% d'entre eux. Et là aussi, dans le jardin des Tuileries, l'essentiel des arbres se trouve dans le grand couvert, donc cette forêt mystérieuse, et sur les terrasses, donc le long de la Seine, terrasse du bord de l'eau, et le long de la rue de Rivoli. Donc en fait, ces quantitatifs ont été réalisés à 2 reprises, en 2010 par la société Phytoconseil, et ils ont été remis à jour en 2020 par APA Ingénierie Végétale. Et Sylvain Vasseur, qui est l'expert de cette société, m'a dit « Madame Glay, vous avez trop d'arbres aux Tuileries ». Donc, en tant que citadine, on n'a jamais trop d'arbres. Et donc, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, en forêt, un arbre a généralement 50 mètres carrés pour vivre. Et dans le grand couvert, la densité est très forte, puisqu'on a plutôt 35 mètres carrés par arbre. Et sur les terrasses, 53 mètres. Donc on pressent ici que d'un point de vue gestion, il y aura sans doute des travaux à mettre en œuvre pour que ces arbres puissent coexister. Alors quels âges ont ces arbres? Quel est leur état? Donc on a ici une cartographie de Dominique Larpin, architecte en chef de 2013, et vous voyez des points avec des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc les couleurs chaudes, ce sont les arbres de plantation récentes qui ont en 35-45 ans, et ça représente la majorité du peuplement. Et puis en couleur plus froide, violet, on voit un certain nombre d'arbres localisés dans 3 bosquets. Donc au nord de l'illustration, un bosquet, le futur bosquet des oiseaux, qui était à l'époque en mauvais état. 2 bosquets qui sont les bosquets des exèdres autour des bassins, qui eux aussi sont plantés d'arbres très anciens. Et puis sur les pelouses, des arbres qui sont pour la plupart plantés au XIXe siècle.
donc des arbres majoritairement jeunes et quelques sujets remarquables âgés. Donc, à l'heure du réchauffement climatique, on s'intéresse beaucoup à la biodiversité. Et en fait, le recensement a montré que l'essentiel de notre peuplement était un peuplement de marronniers. Donc, on a 3 espèces dominantes, le marronnier pour la moitié des sujets, le tilleul pour 1/3 d'entre eux, et puis ensuite des érables, et il reste 10% pour la biodiversité. Donc on a tout de même 31 genres, mais ce qu'on se dit, c'est qu'au fil des replantations, on peut essayer, autant que faire se peut, dans le respect patrimonial, d'introduire une certaine biodiversité. Donc d'un point de vue patrimonial, quelles sont les grandes signatures de ces périodes de plantation? Mais on a trois personnages importants. André Le Nôtre, donc sous Louis XIV, Hector Le Fuel, sous Napoléon III, et puis l'équipe des paysagistes qui a rénové le jardin dans les années 90, François Roubaud, Pascal Cribier et Louis Bénèche. Et aussi ces dernières années, Benoît Garnero et Claire Lobby pour la restauration de l'aire de jeu, et récemment Dominique Larpin et Denis Dodement pour le Bosquet des Oiseaux et la Grande Allée. Donc, ce qui va être très structurant, c'est l'intervention de Le Nôtre, puisque c'est lui qui va donner la trame de plantation, le rythme et la logique des jardins. Donc on le voit ici, au nord et au sud du jardin, on a des compositions en bosquets, plutôt forestières, et puis de part et d'autre de la Grande Allée, des bosquets qui sont plus dessinés et plus structurés. Et j'ai fait un détail à droite sur cette Grande Allée qui, effectivement, à l'époque de Le Nôtre, contrairement à ma visite de découverte, était plantée, donc avec des proportions plus adaptées. Donc l'autre grande signature, c'est Hector Le Fuel. C'est à lui que l'on doit les arbres exotiques du Grand Carré. Donc ils avaient été plantés sous Napoléon III pour créer une sorte de lisière qui délimitait des jardins que Napoléon III s'était réservés à titre privé à proximité du palais. Donc un peuplement qui était beaucoup plus dense à l'époque. Et puis ensuite, Pascal Cribier et Louis Bénèche, à qui on doit le rajeunissement de l'essentiel du peuplement. Donc maintenant, connaissant ce patrimoine, ces contraintes, comment faire vivre cet héritage? Donc la première chose pour notre équipe, c'est de conserver et préserver ce qui existe. Donc il y a un travail qui est fait sur l'entretien des arbres en rideau. Chaque année, on taille 7 km d'alignement, mais on pratique aussi des tailles de formation, des tailles de sécurité. Tout cela est organisé par Floriane Guillère, qui est notre jardinière en chef. On veille aussi à soutenir et préserver les arbres les plus âgés. Donc ce sont des arbres qui sont sur des pelouses. Ces pelouses ne sont pas accessibles au public. Donc on va se permettre aux Tuileries de laisser les arbres terminer leur vie et aller le plus loin possible. Donc sur les conseils de notre expert arboricole, nous avons installé des béquilles sur les arbres de Judée du Grand Carré. Pour tous nos arbres, il y a des sondages qui sont faits au résistographe pour vérifier la résistance mécanique. Ensuite, le piétinement a des effets négatifs sur les arbres puisque les sols sont tassés, l'eau ne pénètre plus, l'air non plus. Donc on protège les arbres les plus sensibles du piétinement, d'une part avec une sorte de mise à distance en bois qu'on appelle la chaise d'arbre,
au pied duquel on apporte du bois raméal fragmenté pour réactiver la vie dans le sol. Et puis, parfois, on est amené à isoler certains secteurs, comme dans l'illustration en haut à droite. Donc, il y avait des dépérissements très importants à proximité de l'octogone. Donc, les secteurs ont été isolés par des clôtures en châtaignier, avec un apport aussi de bois raméal fragmenté. Et en 5 ans, on a constaté une réelle amélioration des conditions de vie des arbres. On accompagne aussi les plus jeunes arbres. Je l'ai dit tout à l'heure, les sols sont extrêmement réfléchissants et on a constaté des brûlures solaires sur l'écorce des arbres plantés en 1990. Donc maintenant, systématiquement, lorsque les arbres sont plantés, les troncs sont protégés, soit par de la jute, soit par du bambou, comme ici. Et les jardiniers protègent aussi les arbres avec ce qu'on appelle du blanc de meudon à base de chaux. Et c'est une sorte d'écran total pour les arbres. Et quand les couronnes sont suffisamment développées, les arbres produisent l'ombre qui leur suffit. Aux Tuileries, on allie aussi savoir-faire ancestraux et technologie. Les arrosages des jeunes arbres sont systématiquement réalisés par les jardiniers à la tonne à eau, mais on a équipé le dernier chantier de sondes tensiométriques qui permet de nous informer sur la quantité d'eau à apporter aux arbres via une transmission de données à des serveurs et un relais sur un ingénieur. L'idée étant d'optimiser la ressource en eau, puisqu'en général, on apporte 100 litres d'eau par arbre, et là, on va apporter la juste mesure au bon endroit. Donc, on a vu comment on conservait. Ensuite, comment restaure-t-on et comment prépare-t-on l'avenir? Donc là, je vais vous proposer, vous donner 2 exemples de ce qui a été fait aux Tuileries. Donc le premier, c'est la restauration du bosquet des oiseaux. Donc là, vous avez le bosquet des oiseaux avant sa restauration. Donc c'était une morne plaine, uniquement composée de sols stabilisés, tassés, et on y trouvait des marronniers en descente de cime, et puis on avait la sculpture d'Éric Dittmann, l'ami de personne, qui flottait dans cet espace. Donc, dans le cadre du schéma directeur établi par Dominique Larpin, on a procédé à une restauration, et là vous avez le bosquet aujourd'hui tel qu'il est restauré. Donc vous pouvez constater une certaine diversité végétale, puisqu'on voit des arbres en fleurs, d'autres qui n'y sont pas. On voit aussi un sous-étage arbustif et des chaises d'arbres qui protègent les arbres et qui sont parfois détournés par les promeneurs. Donc l'état des lieux du bosquet, c'était 83 marronniers en très mauvais état. Donc la décision a été d'abattre l'ensemble du peuplement et de réintroduire une certaine biodiversité dans un cadre très construit. Si on regarde le plan, on voit qu'autour de ce bosquet, on a un alignement de marronniers taillés, structurés, qui constituent les murs de la salle de verdure. Et à l'intérieur, on va trouver des merisiers, des érables, des charmes et des cormiers. Et puis, c'est une idée de Pascal Cribier et Louis Bénèche qui a été repris ici. Pour protéger les arbres, on a créé des plates-bandes forestières au pied des arbres, donc qui évitent le piétinement, qui introduisent une strate arbustive et herbacée, donc un apport pour la biodiversité, et surtout qui participent à l'ambiance végétale générale et au paysage de ce bosquet. Le second exemple, c'est la restauration, enfin la replantation de l'allée royale de Lenôtre, la Grande Allée. Donc c'est une illustration qu'a montrée Jean-Michel Sinsart.
Donc, l'architecte en chef, Denis Daudement, a fait un travail très fin et très précis sur cette grande allée, sur ses proportions. Donc, on retrouve vraiment ce que Jean-Michel a expliqué, c'est-à-dire donc les contre-allées font 4 toises et l'allée principale fait 8 toises, donc 4 fois 2 égale 8. Et l'alignement entre les arbres est de 3 toises, donc ce qui représente 5,82 m, mais à peu près 6 mètres. Donc un travail très fin, et le principe a été de replanter l'allée dans les proportions de celles de Le Nôtre. Le projet a été présenté en commission nationale et approuvé. Donc le projet est aussi un projet tourné vers l'avenir. Donc on a planté des ormes résistants à la graphiose. À l'époque de Le Nôtre, l'alignement était planté de marronniers, mais c'était à l'époque une espèce exotique et très originale. Aujourd'hui, on a vu notre peuplement est majoritairement des marronniers. Donc pour rester dans l'esprit de Le Nôtre et d'avoir quelque chose d'original, on a replanté des ormes. Donc c'est le retour des ormes aux Tuileries, avec un orme, on le voit, qui aura un port assez fastigié, donc on pourra conduire en forme libre, et puis pour le confort des visiteurs, on aura vraiment une promenade ombragée. Donc les travaux se sont achevés le 29 mars, c'est tout récent, grâce à l'opération Tous mécènes, comme l'a souligné Emmanuel. Nous avons eu 4500 donateurs que je remercie chaleureusement et qui ont permis de réunir 1 million d'euros. Donc vous pouvez l'observer, nous avons travaillé sur l'avenir de ces arbres puisqu'ils ont les chaises d'arbres, les protections, les sondes, et les jardiniers en sont responsables à partir de maintenant. Donc pour terminer cet exposé, j'aimerais faire un clin d'œil à un bosquet qui au final préfigurait l'avenir. Donc ce bosquet était au départ une salle sèche. Donc là, c'était encore plus sec que le bosquet des oiseaux, uniquement du stabilisé, entouré d'arbres. Et aujourd'hui, ce bosquet est devenu une salle verdoyante. Donc vous l'avez reconnu, c'est le bosquet, l'arbre des voyelles de Giuseppe Pennone. Mais en fait, c'est une œuvre qui associe un paysagiste, Pascal Cribier, et donc un sculpteur, Giuseppe Pennone. Donc l'œuvre, c'est bien sûr l'arbre en bronze, mais c'est aussi les allées de ce bosquet, la périphérie des allées. Et là, on le voit, on a un très joli sous-étage composé de fusains, de ronces de l'Himalaya, d'hellébores, donc un bosquet qui va fleurir en hiver à contresens, à contre-saison. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'extrémité de chacune des branches charpentières de l'arbre des voyelles, Pascal Cribier, en accord avec Giuseppe Pennone, a planté un arbre. Et donc on a 5 arbres, mais qui sont 5 arbres de biotopes différents. Donc un aulne de milieu humide, un peuplier blanc, un if qui lui est persistant, un frêne à feuilles étroites qui va donner une ombre très légère et très gracieuse, mais aussi un chêne vert. Et comme vous le savez, le chêne vert est une espèce méditerranéenne. Donc un bosquet qui introduit vraiment la biodiversité et la notion de réchauffement climatique. Donc mon exposé s'achève sur cette œuvre qui est une composition arborée, sensible, réfléchie, et c'est un très beau modèle qui nous donne envie de poursuivre. Donc prochainement, nous entamerons la restauration des bosquets des exèdres. J'espère que nous aurons le plaisir de vous présenter cela. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle journée d'études.